excellent réveil à tous. Ravi de vous retrouver dans les studios de Canal Algérie pour le meilleur de l'actualité en matinale. Ce matin, justement, nous aurons le plaisir de retrouver la comédienne, également chanteuse, mais aussi talentueuse et sportive, réalisatrice et aussi sportive qui excelle dans différentes disciplines sportives. Elle est exceptionnelle et donc nous allons avoir le plaisir de recevoir cette matinée Bouchra Hamri pour la sortie de son tout nouvel album. Alors le détail, ce sera avec elle dans un instant. Et puis retour sur certains événements et faits marquants de la semaine écoulée avec notre équipe, bien sûr, par le reportage, mais aussi la présence de quelques invités. Retour sur le CITEV, Salon international du tourisme, donc qui a bien sûr fermé ses portes tout récemment. Nous allons aussi revenir sur cet événement planétaire, les résultats de la sonde CART, donc qui a heurté le satellite d'un célèbre astéroïde qui menaçait la Terre. Donc ce sera avec Djouney Babaïssa, ingénieur au CRA, qui viendra nous parler de cet exceptionnel événement planétaire tout à l'heure. Et puis nous aurons aussi le plaisir de revenir sur un événement plutôt local. Cette fois-ci, c'est du côté de la Kabylie avec l'association, ou plutôt le collectif associatif Belagal. Donc, il s'agit de la fête du sel. Et oui, comment s'est déroulée la fête du sel? C'est Myriam Moussaïd qui nous le dira dans un instant, ainsi qu'un invité sur plateau. Et puis, dans cette matinale, nous reviendrons aussi sur la rentrée scolaire et puis sur l'avènement de l'anglais au primaire. Ce sera avec également un représentant du ministère de l'Éducation. Voilà, n'oublions pas aussi celle qui vraiment vous séduit à chaque fois par ses contes et ses récits. Il s'agit de Siam Kenouch qui vous rejoindra dans un instant. Pour l'instant, le plateau, bien sûr, n'est pas complètement vide. Il n'y a pas que moi. Il y a déjà Mina Abed qui est en place pour vous livrer les nouvelles du ciel. Et c'est parti. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Et par Mina Abed. Bonjour Mina. Bonjour. Ça va? Ça va? Bien réveillée ce matin? Oui, ça va. Pour le moment. Oui. Moi, j'essaye de suivre les nouvelles du temps au quotidien et j'arrive pas à comprendre un peu ce qui se passe. Mais moi, j'arrive On pas a à du mal comprendre. à rentrer au plein printemps. Ça change à chaque Oui, fois. Ça change ça à chaque change. fois. Oui, oui, oui. On a eu quand même un soupçon de fraîcheur. On s'est dit, ah, c'est bien, l'automne s'installe et puis... C'est ce qu'on croyait. Oui. Ben voilà. Ah non. Et oui, Et non. Et En fin de oui, compte. avec tous les changements climatiques, on ne sait plus. On ne sait plus, on ne sait plus. Mais ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, il ne fera pas très très beau. Ça, D'accord. déjà, c'est certain. Très bien. Voilà. Alors que nous disent les cartes, parce qu'elles parlent encore mieux de cette réalité que vous annoncez déjà. Ben, on va le découvrir tout de suite. Allons-y, beaucoup. allons-y s'il vous plaît. Alors, rebonjour à tous. Effectivement, un taux d'humidité assez élevé pour cette journée sur l'ensemble des régions côtières. Le taux d'humidité risque d'atteindre, même parfois de dépasser les 70% à l'ouest ou central-est du pays, avec un ciel toujours nuageux, toujours à l'ouest et au centre, avec des pluies en journée vers les côtes ouest, des pluies qui vont s'accentuer cet après-midi vers l'intérieur, et puis elles vont évoluer progressivement à partir de la soirée vers les côtes centre, du soleil bien sûr, sur le Nord Sahara, les oasis, ou encore le Sahara oriental, quelques orages sur la Saoura, et puis un ciel plutôt voilé vers l'extrême sud, le Hogar et le Tassili. Les températures de cet après-midi, eh bien on notera sur la moitié nord 32 degrés du côté d'Alger, 27 degrés à Annaba, on notera 31 degrés à Oran, 35 à Rilizane, 28 degrés à El El Hama, 34 degrés à Gardaya, 32 à Béchar, 36 à Tindouf, 37 à Hassim sur 39 à Ilizi et enfin 43 degrés, ce sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, on notera une mer calme, un peu agitée sur l'ensemble des régions côtières avec des vents entre 15 et 30 km/h vers les côtes ouest et est et entre 20 jusqu'à 40 km/h vers la partie centre. On passe tout de suite à la prévision. L'éphéméride plutôt aujourd'hui. Le soleil se couchera à 18h28. Excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Merci beaucoup Mina. Merci Radia. Excellente matinée à vous Également. aussi.
Également. Voilà, je vous laisse savourer votre café qui vous attend en coulisses. Le café qui m'attend Et puis, juste à côté. et puis si vous êtes aussi à table, je vous souhaite un bon petit-déj et bien bon réveil également à ceux qui viennent de nous rejoindre. Et puis on vous accompagne en musique comme d'accoutumé. Donc au démarrage de cette émission, vous aurez Gilberto Gil dans un concert, un concert qui a eu lieu en juin dernier, donc juin 2022. C'était au Jazz Baltica en Allemagne et c'est parti. Ancestors in Africa, a song about the ancestors in the African culture that plays a role, extraordinarily important role in the confection of the Brazilian culture. Machado alado, asas do anjo Aganju. Alapalá, Egum, espírito elevado ao céu. Machado astral, ancestral do metal, do ferro natural, do corpo preservado, embalsamado, em bálsamo sagrado. Corpo eterno e nobre de um rei da cor. Voilà, c'était Gilberto Gil, donc ce Brésilien, donc cette pointure brésilienne qui excellait dans la bossa nova,
qui a été d'ailleurs ministre de la Culture dans son pays, qui fête aujourd'hui le bicentenaire de son indépendance. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir tout au début de l'émission deux grandes dames, oui, grandes par leur réalisation. Et bien sûr, vous la connaissez, c'est une habituée du plateau, il s'agit de Siham Kennouche. Bonjour Siham. Bonjour à tous, bonjour chers amis, bonjour vous qui nous regardez ce matin, Coco, c'est moi, voilà. Oui, tout à l'heure, on avait en sourdine Roméo et Juliette, un petit indicateur oui, par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Ça peut être Roméo et Juliette, ça peut être Qaïs wa Layla, ça peut être Antar wa Abla, et puis tant d'autres. Voilà. Vous savez quoi? Je me suis toujours demandé pourquoi toutes les histoires d'amour à travers le temps sont des histoires tragiques. Triste à mourir à la fin. Parce qu'en fait, si c'est heureux, ce n'est plus de l'amour. On va demander à notre seconde invitée ce qu'elle en pense. Bonjour. Bonjour. Ça va Bouchra Hamdi, vous allez bien? Ravie de vous retrouver sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Voilà, on parlait d'amour. Vous les chanteurs, les comédiens, vous incarnez aussi cette valeur universelle, ce sentiment. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc voilà, dans vos chansons, il y a un petit soupçon d'amour de temps en temps, n'est-ce pas? Pas tout le temps. Mais il y a surtout cette note tragique, hein, c'est vrai. Vous aussi, vous êtes sur le tragique, vous voyez? Oui. Donc c'est humain. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Si ce n'était pas tragique, ça rentre dans une certaine monotonie. On n'en a pas besoin, hein, donc vaut mieux que ça soit tragique et beau que monotone et ça. Enfin, je pense. Je sais pas. Oui, tout à fait. En tout cas, l'amour, c'est à l'infini, un peu comme un petit peu ce que dit l'album de notre amie Bouchra, donc Infinity. Donc c'est un petit peu, c'est ce qu'elle a choisi, voilà, comme nom de baptême pour son tout nouvel album, dont on parlera, mesdames, messieurs, dans un instant avec elle. Mais on va donner la parole d'abord à Siham un petit peu pour aller sur cet élan très sentimental aujourd'hui. On va parler. En fait, oui, des symboles et des différents symboles de l'amour. Bien sûr, quand je vous dis amour, ça va de 7 à 77 ans, comme le chante bien la chanson. Mais en fait, quand on prend un petit enfant déjà, quand vous lui parlez d'amour, il va sûrement dessiner tout simplement un cœur. Un cœur. Et le cœur est de quelle couleur? Alors? Il est de quelle couleur? Rouge, tout simplement, voilà. Du coup, c'est la couleur qui va... Attendez-vous à des pics de temps en temps, Bouchra. C'est la couleur qui va tout de suite dans l'esprit et qui apparaît tout de suite. Donc, c'est la couleur rouge qui est... enfin, c'est Siham Kennouche qui est en rouge une ce matin. Voilà. Rouge sur la tenue. Oui, donc c'est la couleur de l'amour. On va essayer d'expliquer pourquoi justement. Voilà, pourquoi justement. Parce qu'en fait... Déjà, il y a des symboles qui représentent l'amour, des symboles universels, mais il y a des symboles qui viennent de plusieurs cultures, un mélange de cultures, etc. Alors, à côté, bien sûr, du cœur rouge, universel, j'ai envie de dire, il y a aussi la rose rouge. Alors, ça va de soi, hein, la rose rouge qui représente un petit peu, chez les Gréco-romains, les deux déesses de l'amour, donc Aphrodite d'un côté et puis Vénus de l'autre. Donc, Aphrodite chez les Grecs, qui représentait cette rose rouge, et puis plus tard Vénus, la déesse de l'amour romaine aussi, et qui aussi a pris cette, donc on lui a attribué la rose aussi. On dit que cette rose... Ishtar n'a pas eu droit à sa rose? Ah non, Ishtar c'était plus ancien. Ishtar, alors le symbole d'amour d'Ishtar n'était pas une rose, mais c'était la guerre, parce qu'en fait c'était une déesse à double visage. La guerre et l'amour en même temps. La guerre l'emportait sur l'amour? Non, jamais. C'est l'amour qui l'a toujours emporté. Ne vous inquiétez pas, c'est la loi de la vie. C'est toujours l'amour qui l'emporte et c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais en tout cas, alors la rose, donc je disais que la rose d'Aphrodite ou de Vénus, j'allais dire d'Ishtar, d'Aphrodite et de Vénus, à l'origine était blanche. Et comment elle est devenue rouge? Parce que le petit Cupidon a fait une petite bêtise un jour. Alors Cupidon, pour ceux qui ne savent pas, c'est le petit garçon qui porte des flèches et qui tire sur le cœur. Donc petit ange ailé. Exactement. Donc c'est un petit garçon avec des ailes et un arc et une flèche. Alors le petit Cupidon, il a fait verser un verre d'une certaine boisson qu'il avait à côté de lui. Il l'a fait verser sur cette rose blanche. Comme la boisson en elle-même était rouge, donc
La rose a absorbé, la tige a absorbé la couleur rouge et elle est devenue donc rouge. Donc Cupidon, celui qui tire les flèches d'amour, sa boisson qui était rouge, qui va donner la couleur rouge à la fleur donc d'Aphrodite et de Vénus. Alors le cœur rouge, la rose rouge, on va dire que la couleur du sang humain, elle est aussi rouge, mais est-ce que vous savez qu'avant on dit bien son amour coule dans mes veines. يسري في عروقي. Oui, هذيك Yazid. Très bien. Alors en fait, avant de parler du cœur, est-ce que vous savez que avant que le cœur ne devienne un véritable symbole de l'amour, il y avait une autre partie du corps qui symbolisait l'amour bien avant le cœur. Alors quelle est donc cette partie du corps qu'on retrouve aussi chez nous dans plusieurs expressions et puis aussi dans l'ancienne mythologie gréco-romaine. Allez, je vais encore poser la colle à Bouchra. Je sais pas. Moi non plus. Il y a une Bouchra, on est deux, il n'y a pas de problème. Là, on est le deux. cerveau, non. La bouche Du tout. Alors, avant le cœur, messieurs, dames, c'était le kibda. Ah, ça, c'est Yazid, c'est oui, pas moi. c'était le kibda, bravo Yazid. C'était le kibda, bien sûr. Le foie arbit le kibda. Eh oui, on le dit tout le Kbiti, temps. n'est-ce pas Oui, qu'on le oui, dit? tout à fait. Hein, anim kibda. Donc, on parle d'amour, on parle de foie. Donc, on retrouve le foie dans le mythe de Prométhée, Prométhée le voleur de feu. Donc, c'est un mi-dieu qui a essayé de voler le feu de chez Zeus pour l'offrir à l'être humain. Le feu était sacré à cette époque et donc Prométhée a été condamné à être accroché dans une montagne et l'aigle devait ranger son foie toutes les nuits. Le jour, le foie se régénérait et à chaque fois, l'aigle revenait pour ranger encore son foie, c'est-à-dire son amour pour l'être humain. Voilà. D'accord. Donc, هذه الكبيدة. Yazid demande. الكبيدة بكريم سوداء. تاع الغنمي تاع البقري بقرة تاع بني آدم. C'est encore pire. C'est le kebda humaine. Alors, C'est le foie humain. voilà, donc le kebda d'abord, donc c'était le foie, après on est passé au cœur. La couleur rouge, on l'avait expliqué, c'est à cause de Cupidon, c'est pas notre faute. Et puis aussi la rose qui était attribuée à Aphrodite et à Vénus. Vous allez me dire, et chez nous donc, est-ce que nous avons des symboles d'amour? Je vais dire, j'ai parlé des Touaregs et de cette croix qu'on appelle la croix de Tinert ou la croix de Tanit. Parfois même on dit la croix d'Agadès. C'est une légende d'amour. C'était un homme, Tergui, qui voulait déclarer sa flamme à une femme, et la femme ne sortait pas beaucoup de sa tente. Donc il fait appel à un forgeron afin de lui faire un symbole qui ressemblait à quelque chose en tifinagh qui disait je t'aime. Et ce symbole est devenu ce qu'on appelle la croix d'Agadès. C'est un bijou assez répandu au sud algérien qu'on retrouve en médaillon, en boucle d'oreille, etc. Et il y a un rituel d'amour chez les Touaregs qui est magnifique. Oui, exactement. Je ne sais pas si vous connaissez le fameux Iswat. Je l'aurais gardé pour une autre fois, mais si vous voulez en raconter, allez-y. Non. Okay. Il n'y a pas de souci. Moi, je voulais partager ça juste avec Bouchra parce que c'est une chanteuse et que c'est un mode musical très, très intéressant que chantent les femmes touaregs pour justement attendre et voilà, séduire, mais en même temps transmettre des messages à celui parmi les hommes qui étaient présents et qui dansaient, l'élu de son cœur. Donc c'était par la poésie, le chant, et c'était beau, c'était très beau. Donc c'était entre jeunes. Hein, exactement. De jeunes. Alors le deuxième symbole d'amour de chez nous, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un certain médaillon qu'on appelle le nœud d'amour algérien? Non. Avez-vous déjà encore un parlé nom collectif? D'ailleurs, nous allons voir l'image. Alors, c'est un bijou, c'est un bijou qui est présent, qui est, on va dire, qui est traditionnel, et on l'appelle le nœud d'amour algérien. Alors, il faut dire que c'est un symbole qui remonte à l'époque ottomane plutôt algéroise. C'est à une certaine époque où les marins sortaient en mer, ne savaient quand est-ce qu'ils devaient rentrer. Donc ils fabriquaient un nœud pour leur épouse. Oui. Et ils les offraient donc à cette femme, à leur bien-aimé, en leur promettant de revenir bientôt et qu'ils pensaient à elle. D'ailleurs, c'est resté dans nos traditions ordées.
Oui, l'aqda, j'allais dire. Exactement. Oui, il y a toujours donc cette l'aqda. aqda et ce fel. Donc c'est un médaillon qui a toujours existé et figurez-vous que c'est une réplique dans une scène très célèbre dans un film hollywoodien, un film intitulé Le Casino Royal, un James Bond, un James Bond des James Bond, où on le voit en train de parler avec une belle dame qui portait justement le collier et il lui disait, vous savez, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un nœud d'amour algérien. Et le nœud d'amour algérien, c'est quelque chose, c'est resté discret. C'est un film, oui, Le Casino Royal, vous pouvez regarder l'extrait. Il est beau, hein, c'est très joli, c'est bien noué, et c'est de chez nous. Oui. Donc on le trouve par exemple sur le carafache. On le trouve aussi un petit peu dans certaines gourmettes, dans les boucles d'oreilles. C'est un motif qui existe et c'est de chez nous parce que les marins ont fabriqué en guise d'au revoir à leurs épouses. Et voilà, c'est resté. Oui. En fait, c'est un rappel du nœud marin quelque part. Oui, on voit bien une bouée, on voit bien un nœud. Vous savez, pas mieux qu'un marin pour faire un nœud. Hein. Bon, il faut surtout pas le. C'est un très joli symbole, en tout cas, c'est très et c'est de chez nous, c'est très algérien en fait. C'est vraiment chez nous. C'est sympa, les hommes avant offraient des petits bijoux en partant. Bon, au moins avant, ils offraient des nœuds, Radia. Et oui, des nœuds, tout à fait. Et puis, n'est-ce pas? Yazid vous demande, et les femmes, quand elles partent, les hommes, ils nous, ils il y a une autre tradition, mais elle est macabre. Quand le marin partait, quand sa femme était chaude, elle pleurait et elle gardait ses larmes dans un flacon. En fait, c'est plus turc qu'algérois, mais ce nœud-là, ce bijou-là, c'est typiquement algérois, c'est né à la Casbah, ça remonte à quelques siècles, mais il existe toujours. Il devait y avoir de la triche pour remplir les flacons, non? On devait remplir, et celle qui gagnait, c'est celle qui a beaucoup plus pleuré pendant l'absence de son mari. Mais tout ça, ce sont des symboles d'amour. Vous savez, ça voyage, ça part, ça revient. Vous partez en Asie, vous allez trouver d'autres symboles, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, et puis c'est comme ça. Bon, ça reste. On retrouve toujours, on reste avec le rouge, avec les cœurs, avec le cupidon, avec les flèches. Je m'appelle Siham al-Hubbi, genre. J'aime bien. C'est pas la modestie qui met tout ce matin. Non mais on vous adore, Siham. Je vous envoie plein de petits cœurs et puis j'en envoie aussi à tous les fans de Bouchra Hamri qui sont avec nous ce matin, donc et qui aimeraient justement connaître son actualité. Ben, elle a du nouveau pour vous. Il s'agit d'un nouvel album, Infinity, en est le titre, et donc c'est un album de 8 chansons, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est un travail, on vous connaît plus comme comédienne, n'est-ce pas? Oui, je suis à la base une actrice, comédienne de théâtre, télé-cinéma et musicienne en même temps. Oui, et puis là, vous vous lancez dans la carrière musicale et donc dans le chant, etc. Et il y a de très belles idées dans cet album, on peut en parler davantage. Déjà, l'idée est venue, ça fait quelques années, vous y travaillez. 2018. Voilà, depuis 2018, ça a commencé. Et vous avez commencé par écrire ou par composer? Les deux en même temps. Les deux en même temps. La guitare ou n'écrire en même temps. D'ailleurs, c'est ma mère qui m'a donné l'inspiration. C'est vraiment de ma mère, Allah yarhamha. Donc, كتبت عليها. Oui, tout à fait. Donc, votre mère chantait aussi, elle vous chantait de très belles chansons. Ça vous a marqué, n'est-ce pas? Oui. Une très belle voix. Donc, dans cette famille, il y a beaucoup d'artistes. Vous avez une cousine qui fait la même chose, elle est Souaoula, qui est comédienne, qu'on a reçue. Donc, on salue si elle vous suit ce matin. Donc, c'est votre exemple ou votre amie? C'est ma cousine et mon exemple. D'accord, donc vous êtes aussi jetée à l'eau pour une carrière de comédienne comme elle. Et puis voilà, vous vous êtes découvert un talent pour le chant. Vous aimez la musique de toute façon, vous grattez la guitare depuis très longtemps et voilà, c'est venu. Oui, شوفي أنا قبل ما ندير التياتر كنت نحب لا ميوزيك. دخلت باش نقرا لا ميوزيك كي كوم باغ هازار لقيت التياتر en même temps. Donc فرحت. Oui, super. ما كنتش نامن باللي كاين تياتر في بلادنا. دونك شوي اوبليجي باش نخير تياتر عن الموسيقى باسكو انتردي نديرهم في لي دو. D'accord. كي دخلت نقرا التياتر وكملت رحت لا ميوزيك. Donc et vous avez fait des études de théâtre où? بليده et Alger. D'accord. C'est bien ça. C'est excellent. D'ailleurs, elle figure sur plusieurs feuilletons. Aujourd'hui, elle a une filmographie qui s'allonge de plus en plus. On va rappeler Fossoul El Hayat, par exemple, en 2015. Première expérience. Oui, première expérience. Et puis Nar El Berda.
عودة l'inspecteur. Oui, et puis voilà, hein, la liste est longue, je le disais bien, donc les sitcoms, entre les feuilletons, c'est vrai que ce n'est pas le rôle principal, à chaque fois vous avez des rôles secondaires, mais ça a son poids, ça a son impact. Vous avez un visage qui crève l'écran, Bouchra. Hein, qu'elle est jolie, hein? Oui. Voilà. Qui est télégénique même. Voilà. Revenons, on vous dit Lahiberek en régie. Voilà. On est ravis de vous recevoir ce matin et on aimerait peut-être écouter une chanson de cet album. On commentera juste après. حبيت
Track, un titre signé Bouchra Hamri, présente parmi nous ce matin, la talentueuse artiste aux multiples cordes sur son arc. Et on aurait pu dire guitare aussi. Oui. Donc il y a les cordes, elles sont multiples parce que vraiment vous essayez de toucher à plusieurs formes artistiques, si j'ai bien compris. Hein. Là, vous avez exploré la chanson à travers cet album. Premier pour vous, n'est-ce pas? Oui. Et c'est aux éditions, on va le rappeler, Akhalef. Voilà. Donc, les albums, donc, ce sont des idées d'abord, ce sont des émotions que vous essayez de transmettre. À travers cet album, vous essayez de mettre en avant 3 chansons écrites par votre propre mère, n'est-ce pas? Tout l'album, on a écrit. Alors, les 3 sont dédiés à votre mère. Oui. Voilà. Est-ce que Win Alqa en fait partie? Oui. D'accord. Donc c'est une histoire d'amour, mais de mère et de fille. Oui, l'histoire de ma mère. D'accord. On aurait pu aussi s'imaginer que vous recherchez aussi un amoureux dans l'histoire. L'amour de ma mère. Oui. Allah yarhamha en tout cas. Donc voilà, Nejmet Qalbi est une très belle chanson que vous chantez, que vous avez dédiée à votre mère également, et que vous chantez en duo avec la talentueuse Souha Oula. Elle aussi, elle a une superbe voix, hein. Vous êtes excellent dans cette famille. Hein. Donc voilà, vous êtes en duo avec elle sur cette chanson très 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 émouvante, je dirais. Ouais. Et oui, allez-y, parlez-nous de cette histoire. بون هذه كتبتها كي كانت ماما حيه الله يرحمها او ميم طون لا غروند مار تاعنا انا وسوها كانت بزاف تحبها كانت دايوغ هي اللي هي يماها ماشي تري اتاشي سا وي دونك كي ماتت حبيت نكتب ان اونور ليها او ميم طون ليا دونك هي على باس كتبتها عليها قالت لي نغنوها لي دو غنينا كيف Voilà, très, très porté sur l'amour familial, les deux artistes. Et puis, quand vous vous retrouvez en Tunisie pour un stage de réalisation, parce qu'elle a essayé aussi de toucher à l'audiovisuel, d'avoir sa petite touche dans le domaine également. D'ailleurs, le clip, ce sont vos idées, n'est-ce pas? Oui. Donc, vous avez imaginé, puis vous avez fait appel à une équipe qui vous a accompagné. شوفي خدمت 2 كليب الواحد انا اللي كتبته سي اون اكسبيريونس تورنيتها مي هذا ما عرفتش كيما ما عرفتش il fallait la touche du professionnel à vos côtés. ديتها سوا en fait هي اللي قالت لي راكي تحوسي حاجه ما لقيتيهاش درنا هكذاك جات هكاك برك. D'accord, très bien. Donc voilà, ce sont 3 chansons. D'ailleurs, vous avez accompagné la chanson Nejmet Qalbi par un court-métrage donc, qui marquait la fin de vos études et où vous mettez en scène cet attachement maternel, n'est-ce pas? Oui. Nejmet Qalbi, c'est l'histoire de ma mère, Allah yarhamha, qui ماتت. Donc, درتها كور ميتراج باش او ميم طون باش نوصل ميساج لي جون اللي ماهم مازالهم حيه يبروفيتيو منها يتهلاو فيها يحبوها باش نفهموا. C'est vrai que c'était très émouvant, ça m'avait touché personnellement et j'imagine que ça a touché votre auditoire ou votre public. En tout cas, on a envie en régie et ici de découvrir encore Bouchra dans un autre titre et c'est parti. مكتوب يرجعني معاك قلبي هديته ليك حتى ولو اتقدرت نخليك خلتني ظروف باش نبعد عليك مستحيل انا نسمح فيك توحشت ريحة هواك توحشت النظرة مين نكون معاك شحال تمنيت نكمل انا وياك يا ريت المكتوب يرجعني معاك قلبي انا عطيته ليك حتى ولو قدرت نخليك خلتني الظروف باش نبعد عليك مستحيل انا نسمح فيك وانا
Voilà, c'était un second extrait de l'album, extrait de la chanson El Mektoub. Et elles sont nombreuses. Il y a 8 titres dans cet album, Infinity, donc signé Bouchra Hamri, ici présente. Donc je le disais, elle a plusieurs cordes à son arc. Donc réalisatrice, talentueuse, donc prometteuse, disons. Allez, on ne va pas utiliser des superlatifs pompeux, puisque vous démarrez votre carrière dans ce domaine, n'est-ce pas? Mais en tout cas, on vous a vu monter à cheval. Vous êtes très habile, hein? Qu'est-ce que vous en pensez, Siam? Ça, c'est le club hippique de Blida. Ah, d'accord. C'est bien, alors. Elle monte très bien à cheval. Elle a une allure. Ouais. Elle est athlétique, elle est très très sportive. Alors vous n'imaginerez jamais combien de sports elle maîtrise. Alors elle va nous le dire d'ailleurs. Boxing, allez on y va, allez on cite la liste s'il vous plaît. Kickboxing, aikido, taekwondo, karaté traditionnel. Oui, on voit les arts martiaux en fait là un côté très. Handball, كنت في l'équipe تاع شباب بليده، باسكيت كي كنت صغيره. Voilà. Même tir au l'arc. Tir à l'arc. Tir à l'arc. Voilà, je savais que c'était une sorte de Robin des Bois. On a un nostalgique parmi nous qui nous souffle des idées superbes de temps en temps. Bon, ben en tout cas, voilà, ça prouve à quel point vous êtes engagé, vous êtes assoiffé de vie et de découverte. Vous lancez quand vous avez envie. On a compris en tout cas ce matin, et les téléspectateurs qui nous suivent, que vous préférez chanter plutôt que de parler. Vous n'êtes pas très loquace, mais ce n'est pas grave, ça viendra avec le temps. Hein. Peut-être que vous ressentirez le besoin de parler davantage avec vos prochaines télés, vos prochaines radios. Complètement mon contraire, qui préfère parler que je chante. Je préfère نهضر بلا guitare تاعي ما نهضرش D'accord, elle s'exprime plus en chantant, donc en mélodie, c'est beau aussi. Ouais. C'est bien. Elle a la musique dans les veines. On parlait d'amour ce matin avec Siam Kenouch, mesdames, messieurs. Donc ça a été passionnant, un moment très sympathique. Vous aurez compris que c'était la symbolique de l'amour ce matin. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Bouchra Hamri, que vous découvrirez certainement sur vos petits écrans. Donc sûrement qu'il y a des films en perspective qui arrivent. Peut-être que ça continue. Ou alors vous voulez vous consacrer à la chanson essentiellement cette année? Inch'Allah. Les deux, peut-être. Allez. Ce qui est bien. Marhaba. En tout cas, on a été ravis de recevoir Bouchra. On vous souhaite tout le succès pour ce nouvel album, un nouvel opus intitulé Infinité. Donc, cuisiner avec beaucoup d'amour, cuisiner avec beaucoup de passion. Voilà. كلمة عن الحب قال لك notre rédacteur en chef. كبدة. أنا كبدة ناكلها ما نربيهاش. Voilà. Bien servi. C'est bien, vous avez bien réfléchi. En tout cas, merci d'avoir été parmi nous ce matin. Et puis tout de suite, pour ceux qui sont avec nous, on va avoir un retour sur le site avec d'abord un reportage. Et on va plutôt avoir des images du pays avant de retrouver nos invités suivants. On parlera justement du CITEV avec l'un d'eux. Et puis nous évoquerons aussi un autre aspect, donc un très bel événement, la fête du sel du côté de la Kabylie. Et c'est pour tout de suite.
retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie avec d'autres visages, cette fois-ci masculins, donc voilà le studio. Et donc voilà, on a une présence masculine sur le studio tout de suite pour parler justement de tourisme, de cette image de marque de notre pays, de plein de choses intéressantes. En tout cas, ça a été mis en valeur lors du dernier salon international du tourisme abrité par l'EPA Maritime, donc la SAFEX, l'EPA Maritime. Et donc, il était témoin de cet événement. Il s'agit de Salah Mokran, ici présent. Ravi de vous retrouver parce que vous avez, en tout cas, été cette, comment dire, cette locomotive qui a géré un petit peu la coordination par rapport au ministère de la Culture au sein de cette, voilà, de cette structure. Voilà, merci. Donc, bienvenue. Voilà, bien sûr. Donc, on en parlera de... Voilà, vous avez apprécié le CITEF de cette année? Il y avait de bonnes choses? Beaucoup même. Vous sentez l'évolution? Hein? Oui, surtout après les 2 ans de lecture dû au Covid. Donc, les gens étaient enthousiasmés de revenir et de découvrir le patrimoine et toutes les richesses culturelles de l'Algérie. Voilà, donc la mise en pause est déjà terminée, alhamdoulilah. Le secteur touristique reprend de plus belle. Et puis justement, en parlant de tourisme, le tourisme se base sur toutes ces belles choses authentiques, tous ces pans de patrimoine qui sont valorisés justement par les agences touristiques, par les différentes institutions en charge de la promotion de notre patrimoine et de notre legs. Et bien sûr, il y a aussi les initiatives citoyennes, à l'instar du collectif associatif de Belagal. Bienvenue. Donc, Monsieur Riles Himi, c'est bien ça? Exactement. Vous représentez ce collectif ce matin? Exactement. Donc, c'est Riles Himi, représentant du collectif associatif du village de Belagal. Donc, on a ici un événement qui a eu un succès. Donc, on est là pour parler de cet événement et de la région de Taabas en général. On est dans une région très très belle, donc on n'est pas loin de Rila Ali et c'est très très beau. Donc, qu'est-ce que vous avez donc organisé cette semaine? Donc, c'est une fête très particulière, hein, que les gens ne connaissent pas beaucoup. C'est la 2e édition. Donc, c'est la fête du sel. Ça coïncide avec la fin de l'extraction du sel et la journée mondiale du tourisme. Donc on a essayé de coïncider les 2 dates. Donc on a organisé une fête pour faire connaître la saline de Belagal. Oui. Donc la saline de Belagal, elle appartient à 3 villages, le Qala'a Taabas, qui est un village très connu, le village de Belagal et le village de Serej. Mais actuellement, il n'y a que le village de Belagal qui travaille sur la saline. Donc c'est un savoir-faire très ancien. Il y a des gens qui tiennent toujours et ça travaille. Donc on a souhaité... C'est une collecte artisanale toujours? Oui, c'est une petite source salée. Donc il y a des gens qui collectent de l'eau, qui remplissent des bassins. Ils le font vaporiser par le soleil. Et ils collectent du sel et un sel de très bonne qualité d'après les analyses qu'on a fait dernièrement. Et Belayel, donc de Diril Ali, donc donne lieu justement à cette fête. Voilà, une fête qu'on ne connaissait pas beaucoup d'ailleurs, moi j'en ai pas entendu parler, mais là ça va certainement plaire aux téléspectateurs. Donc c'est ça comme on dit chez nous. Voilà. C'est synonyme aussi de confiance, de convivialité. Donc quand on partage, on dit voilà, on partage le sel de quelqu'un. Après on est comment dire, redevable de respect, redevable aussi d'une certaine, c'est ça, hein, confiance, fidélité, n'est-ce pas? Exactement. C'est bien cela. À certaines époques, le sel, c'était la monnaie. C'était la monnaie d'échange. Le lieu de la saline, c'était un grand marché à l'époque, où il y avait les caravansades de différentes, comment on appelle ça? Caravanes, on dira. Caravanes commerciales qui viennent des hauts plateaux, qui ramènent des céréales, et des gens qui lavent les lieu d'échange. Voilà, c'est un lieu d'échange où on échange on troque avec le sel. Voilà, on parle d'ailleurs de route de sel, n'est-ce pas, Salah Mokran, pardon. Je ne sais pas ce que j'ai dit ce matin. La route du sel, bien sûr. La route du sel, vous en connaissez un bout, puisque vous avez beaucoup travaillé dans le sud. On en discutait tout à l'heure avant de rentrer au studio. Oui. Donc, on parlait des salines de la Madrour, dans le Hogar, où les échanges des caravanes qui partaient du Hogar vers le Sahel, vers le Niger, vers le Mali, aussi, pour revenir au sel comme premièrement
monnaie. Tout à fait, c'était la monnaie. Et on troquait donc du sel. Pour le Grand Sud, c'est le sel, les dattes, et on ramenait des céréales et d'autres produits manufacturés pour le regard. Et je pense qu'en Kabylie, à peu près, c'est la même chose. C'est les échanges avec d'autres régions. Et le sel, voilà. En parlant d'échanges, donc on vient de voir des petits bambins très intéressés par les récits des aînés, donc qui leur expliquent peut-être ces histoires concernant les aïeux qui vraiment avaient ces traditions, qui les couvaient jalousement. Donc on va peut-être découvrir d'abord un résumé, le reportage de Mariam Moussaïd qui était sur les lieux et qui a participé à la fête du sel, et c'est pour tout de suite. C'est sur les hauteurs de la commune d'Eril Ali que se situe le village de réputé pour ses salines qui autrefois était un carrefour de troc et d'échange. Aujourd'hui, on a organisé une activité éco-touristique au niveau du village Belaïel. Le lieu, c'est Amellah. Cet événement est organisé en collaboration avec un mouvement associatif, le mouvement associatif de ce village, Belaïel, et quelques amis de la région. Donc, c'est des amis randonneurs. C'est une équipe qui a essayé d'organiser avec la PSC d'Eril Ali. Donc, ça sera prochainement, peut-être l'année prochaine. Ça sera fixé comme un événement qui va se répéter au niveau de la commune d'Eril Ali. Tombé dans l'oubli pendant quelques décennies, les salines de Belagel est redevenu un pôle d'attraction pour les amateurs de randonnée et les touristes venus des 4 coins d'Algérie à la découverte de ces salines. عامل عربي اللي كتكون كتجبد من الملح التوره كيف مزي كم توره وتبدي لها ويبدي لها خاطين ويبدي لها الملح نجيك وين توره كيف تجبد الملح كيف فريش الا فريش الا دوزيام الا تروازيام ما كاينش تفكيري. On a fait une initiative l'année passée, ça a donné des résultats, c'est une réussite, ça a donné de l'espoir pour les artisans du sel, pour travailler davantage la saline. Donc on a opté de refaire cette activité et de la maintenir pour que ce soit une tradition annuelle. Chaque année, à la fin de la saison, on va refaire cette fête de sel. On va essayer de l'agrandir petit à petit, de greffer un petit peu tous les produits qu'on n'a pas eu identifiés. Parce qu'il y a pas mal de gens qui font des choses à la maison, mais ils n'ont pas de vitrine à montrer leur travail ou leur savoir-faire. Donc on va essayer de les identifier petit à petit et de leur donner un espace annuel pour présenter leurs produits et leur savoir-faire. Situées au bas de montagne, les salines offrent un paysage très particulier et surtout inconnu pour la plupart des visiteurs et randonneurs qui découvrent pour la première fois ce mode de production de sel de montagne. C'est pas la première fois, on a fait plusieurs randonnées et surtout ici à Bidjaya, c'est la deuxième fois qu'on visite cette région. Non, c'est pas cette région, on a visité déjà l'Alem, c'est un lieu vraiment fantastique, vraiment formidable. Et ici aussi c'est formidable, j'ai rien à dire. Alors aujourd'hui, on est venu ici à village Eril Ali pour explorer la saline, c'est la fête de sel. Alors c'est un plaisir de retrouver ici parce que c'est la première fois que je vois une saline. C'est un endroit magnifique, la nature elle a bien joué son rôle. La source, chargée en surmure, est dirigée vers les bassins préalablement construits en terrasse. Et c'est en laissant s'évaporer l'eau que l'on obtient une croûte de sel. Au retour, les villageois et les randonneurs se rencontrent. Un petit marché au sel et quelques produits du terroir sont proposés pour le plus grand bonheur des visiteurs qui repartent la tête et les mains pleines de souvenirs. Salam Okran,
senti le bonheur briller dans vos yeux parce que c'est une région que vous connaissez très bien, n'est-ce pas? Bien sûr, une très belle région. Et comme on a dit, vous êtes originaire, il me semble, d'une région limitrophe. On est à côté, à 20 km à vol d'oiseau du village. Donc, c'est une région très prometteuse pour le tourisme, pour l'écotourisme. Il est bien placé pour vous parler de tout ça. Tout à fait. Mais il y a un grand potentiel à développer. Tout à fait. Riles Himi, donc vous êtes entrepreneur et vous faites partie de ce collectif qui organise cette fête donc pour sa 2e édition. C'est également une réussite et je promets, je veux dire que c'est un projet prometteur, qu'il y aura certainement pérennité et donc ça s'installera dans le temps. Et quels sont les véritables objectifs qui se cachent derrière cette organisation? Donc derrière cette fête, l'objectif ultime c'est la préservation de la saline parce que c'est un devoir de la garder pour la génération future. Donc actuellement, on a initié un projet qui va se dérouler en 3 phases. La première phase, c'est la vulgarisation. Donc avec votre présence sur place et d'autres médias, on a réussi quand même à la faire connaître. On a réussi à drainer pas mal de gens cette fois-ci. Et la deuxième phase, ce sera un petit peu la restauration. Parce que vous avez vu... Oui, on a vu quelques ruines. Voilà, quelques maisonnettes qui sont en ruine. Donc on va lancer incessamment la restauration. Donc on a quelques bienfaiteurs qui souhaitent nous aider, donc on va essayer de faire ça. Et la 3e phase, c'est d'y aller vers la commercialisation du sel, lui trouver d'autres débouchés, parce qu'actuellement, il ne peut pas faire concurrence au sel industriel, parce qu'il est un peu plus cher que l'autre, et n'est pas iodé, donc il y a quand même une crainte de la consommation. Donc, ailleurs, le sel est utilisé dans le cosmétique, dans le traitement des peaux de vache, dans tout ce qui est tannerie. Il est utilisé pour le déneigement dans les hautes montagnes. Donc, nous, on a décidé d'accompagner ces sauniers dans la chaîne des valeurs du sel, dans le packaging, la publicité, la communication, etc., pour lui donner une valeur ajoutée et augmenter un petit peu la marge de ces sauniers pour les encourager à rester dans le métier, peut-être attirer d'autres jeunes. D'ailleurs, l'année passée, il y avait 3 personnes qui travaillaient dans la saline. Cette année, il y avait 15 personnes. Oh, excellent. Donc ça a encouragé les locaux à revenir à cette activité. Exactement. Donc ça, c'est le premier résultat qu'on a enregistré. Donc ça nous encourage de continuer dans ce projet. Et comme monsieur a dit, que la région a un potentiel énorme parce que le tourisme aujourd'hui, ce n'est plus le tourisme standard des buildings et tout ça. Le touriste, il cherche l'authenticité. L'authenticité, exactement. Donc, l'histoire, l'art culinaire, tout ce qui est nouveau, ancien, qui peut le ramener, lui permettre de voyager à travers ces belles découvertes. Voilà. Est-ce qu'il y a des perspectives de classement pour cette saline? Oui, on travaille sur ça. Donc, on a bénéficié d'une aide, d'un financement de la part de la FAO. Donc, c'est pour la gestion intégrée de la région des Bibans. Donc, quand on dit gestion intégrée, donc trouver des alternatives à la population, donc les accompagner pour trouver des sources de revenus, pour laisser un petit peu respirer la forêt. Donc, à travers ce projet-là, on va essayer de classer cette saline et voilà, impliquer notre projet dedans. Votre effort a apporté ses fruits dans la mesure où la FAO s'est intéressée à cet effort, à cette authenticité. Donc vous avez eu écho de ce projet, j'imagine, Salah Hamouklan. Je pense que c'est un projet. Vous avez beaucoup travaillé sur l'environnement, vous. Ça, c'est un projet du ministère de l'Environnement. Sur la biodiversité. Le projet, c'est un projet du ministère de l'Environnement, qui est inscrit, comme l'a dit le collègue, l'ami, pour prendre en charge la gestion intégrée des forêts des Bibans. Donc il intéresse 2 communes, la commune d'Eridali et la commune de Nassar. Donc c'est un projet, et c'est bien que le projet trouve place aux associations. Surtout c'est bien toutes ces initiatives citoyennes, c'est excellent. Et la solution, comme elle l'a souligné, c'est dans le développement d'un écotourisme. Parce qu'aujourd'hui, les gens viennent à la rencontre de l'autre. On ne vient pas que voir des arbres ou des roches. On découvre la culture. Et ça, c'est des éléments à prendre en charge et à remettre et trouver, comme il a dit, des perspectives autres que l'exploitation traditionnelle. Donc, créer une valeur intéressante pour le sel et pour d'autres métiers. Et Dieu seul sait quels sont les métiers que regorge cette région dans l'artisanat traditionnel et autres.
Tout à fait. Donc si vous êtes parmi nous ce matin, c'est sous la casquette du ministère de la Culture, n'est-ce pas, Salah Mqran, dans la mesure où ce ministère a été très présent lors du dernier CITEV, donc le Salon international du tourisme, donc qui a eu lieu cette semaine. Et donc vous aviez un stand donc dédié au ministère de la Culture pour la valorisation de tout un legs ancestral et aussi de toutes les richesses donc patrimoniales, n'est-ce pas? Voilà. Donc on va peut-être voir une petite vidéo qui montre déjà d'emblée le stand et on va revenir. Voilà, 100 mètres carrés pour justement mettre en valeur toutes les richesses patrimoniales, culturelles et artistiques du pays. Donc, et puis la coordination a été confiée à M. Salah Mqran, ici présent, ainsi qu'une équipe qui l'a accompagné donc, pour recevoir les visiteurs du CITEV. Voilà, donc comme vous l'avez... C'était très animé. Hein. Très animé. D'ailleurs, on remercie les organisateurs du ministère du Tourisme de nous avoir offert autant d'espace pour mieux réfléchir donc, cette diversité culturelle et patrimoniale de l'Algérie dans ce salon. Pour nous, c'était une première donc, de participer en tant que secteur qui regroupait donc, toutes les structures sous tutelle. Donc, il y avait au moins une dizaine d'institutions dans cet effort patrimonial. Il y avait l'ONCI aussi donc, comme entreprise de sous-tutelle. Oui, sur le plan artistique. Voilà, le programme donc, était très diversifié. Il y avait l'expo, une exposition thématique qui retraçait toute la diversité patrimoniale de l'Algérie depuis la nuit des temps jusqu'au patrimoine immatériel actuel, et donc à travers les régions, à travers les parcs culturels. Donc on connaissait très bien les grands parcs du Grand Sud, parcs culturels, à travers la multitude de sites archéologiques des différentes périodes, depuis la Numidie. Qu'il est difficile d'ailleurs de résumer dans 100 mètres carrés. Hein. Ça a dû être un casse-tête chinois pour poser tout ça. Vraiment, mais on a essayé donc de faire, de dessiner un parcours où le visiteur prenait connaissance des principales richesses culturelles et patrimoniales de l'Algérie. Elles sont vraiment énormes. Énormes, bien sûr, très énormes. Donc ça c'est l'expo. Donc cette expo a été accompagnée par un guide de la visite. Ça c'est pour le premier volet. Bien sûr avec exposition d'objets comme vous l'avez vu dans le reportage et de livres et de publications au sujet des patrimoines, la présence des musées, les musées d'Alger, les musées d'Algérie. Et après, donc, il y a eu une deuxième activité avec l'ONC, c'est l'animation, c'est la diffusion de films sur le patrimoine national. Et il y a aussi un travail des ateliers qu'on a encadrés par rapport aux enfants pendant le séjour du CITEV. Donc, le musée de l'enfant qui est sous tutelle du ministère avait un stand où il a animé donc, les enfants du patrimoine qui étaient là pendant une semaine.
Excellent, c'est dire un petit peu tout le panel voilà, couvert par le ministère de la Culture. Et c'est vrai que mettre à proximité les agences touristiques, les acteurs, les tour opérateurs, les acteurs du tourisme, c'est très intéressant dans la mesure où certains n'intègrent pas dans les circuits touristiques toute cette richesse que vous décrivez et qui est présente dans votre temps. Bien sûr, d'ailleurs, c'est ça l'intérêt d'être présent dans un salon qui est destiné à exploiter le patrimoine, parce qu'au bout, donc la matière essentielle pour le développement touristique, c'est les patrimoines, que ce soit les patrimoines culturels ou les patrimoines naturels. Donc c'était évident qu'on soit présent, pour montrer la richesse, et de deux, de veiller à son intégration pour une exploitation durable. Parce qu'il faut dire que le patrimoine, il n'est pas durable. Si on ne fait pas attention, si on ne l'exploite pas d'une manière rationnelle et judicieuse, on risque de produire des dégâts. Et les dégâts sur le patrimoine sont irréversibles. Parce qu'on dépense beaucoup d'argent pour remettre en état que lorsqu'on préserve. Donc c'est pour ça on intègre, et on a eu beaucoup de bons échos de la part des citoyens qui ont vu l'intérêt. Ils ont découvert les richesses, mais aussi l'intérêt, parce que pour nous, ce patrimoine, cette culture revêt plusieurs valeurs, des valeurs scientifiques, des valeurs éducatives, de la valeur... Oui, alors on va s'excuser auprès de celui qui appelle et on continue. Et voilà, et toute cette diversité fait l'intérêt économique. Donc on dit aux ceux qui exploitent, on préserve toutes les valeurs. La valeur c'est une plus-value, c'est une richesse qui peut vraiment être d'un grand apport pour le tourisme, bien sûr. Voilà, donc c'est ça même voilà, autant le patrimoine matériel, immatériel, et puis aussi toute cette multitude de festivals qui aussi met en valeur l'ancien et le récent, donc répertoire musical de notre pays. Pour les festivals, vous savez qu'il y a au moins 176 festivals, entre les festivals local, national et international. Donc je profite de ma présence pour remercier toute l'équipe qui ont travaillé durant cette semaine, qui ont pu donc montrer le visage très varié de notre culture, de nos patrimoines, qui sont donc à l'origine, qui seront à l'origine de cette exploitation qu'on espère que sera durable. On espère en tout cas que ça a eu un impact sur tous les acteurs que je citais tout à l'heure et qui pourront justement nouer de nouveaux liens avec ces structures culturelles que vous avez présentées, notamment les musées, n'est-ce pas? Les musées, les monuments historiques, les parcs, tout ça. D'ailleurs, même sur le terrain, dans l'exercice de l'exploitation touristique, nos structures au niveau local, par exemple les parcs, sont déjà en synergie avec les structures du tourisme, avec les agences de voyage, avec les directions du tourisme à Taman Rasset, à Janet. Le travail se fait en synergie, donc à titre d'exemple. Et ça se fait aussi dans d'autres régions du pays, sur des sites comme Timgad, Djumila, Tipaza, ou d'autres sites. Le Mzab aussi, la vallée du Mzab, c'est une expérience extraordinaire par rapport à l'implication du citoyen et de l'office de tourisme local. Bon, bien sûr, il y a l'OPVM, l'office pour la promotion. Il y a l'OPVM par rapport au parc, voilà, la Pentapole. Il travaille avec les offices locaux. Les offices locaux jouent un rôle tout à fait important. Donc pour nous, cette participation nous a permis de mesurer en quelque sorte l'intérêt que portent les visiteurs, parce que comme l'a dit notre ami, c'est ça l'intérêt maintenant aujourd'hui, les gens aillent pour découvrir l'autre. On partage, comme on partage le sel, maintenant on partage beaucoup. D'ailleurs, ceux qui viennent de l'Europe ou ceux qui viennent d'autres pays du monde viennent découvrir une culture. Et dans cette culture, dans ce partage, qu'on noue des relations. La culture, elle est là pour nouer ces bonnes relations, soit entre Algériens des différentes régions, ou avec le monde. Avec tous les étrangers qui viennent, parce que c'est un salon international, il ne faut pas l'oublier. Donc les tours opérateurs du monde sont là aussi pour découvrir notre image, l'image de l'Algérie et de sa diversité. En tout cas, j'imagine que le rendez-vous est pris déjà pour l'année prochaine pour le ministère. Je crois que cette initiative a prouvé son utilité, donc vous serez aussi présent au prochain CITEM. Bien sûr, on a été
tout le temps présents dans le CITEV, mais avant c'était des présences de structures. Il y avait le parc de la Gare qui participait. Après il y avait le Tassili. Moi j'ai participé à l'époque en tant que responsable du parc. Mais aujourd'hui on veut donner cette image d'ensemble pour dire voilà la stratégie, voilà l'orientation globale. C'est exploiter, conserver, protéger, exploiter durablement. J'imagine toutes les belles histoires que vous avez racontées à vos visiteurs durant cette période du CITEV autour de ce grand sud que vous connaissez parfaitement pour avoir été directeur de l'OPNT, donc l'Office national du parc de Tassili, et dans cette belle région de Djanet et Ilizi. Donc merci en tout cas de nous avoir permis de parler de cette participation combien importante au CITEV du ministère de la Culture, et merci aussi à notre ami Riles Himi, donc qui représente quant à lui le collectif associatif Belagal dans cette belle région d'Iril Ali. Donc voilà, tout le monde a mis la main à la pâte, du plus petit au plus vieux, on dira. Et on a une belle image là qu'on voudrait que vous commentiez de toute façon en fin de cette séquence. Alors, il s'appelle comment lui ? J'ai perdu le nom, mais c'est le douanier des Sauniers. Il a 82 ans. Il travaille encore à la Salie. Oui, c'est vraiment le doyen de cette région et qui connaît donc parfaitement les salines. Il a vécu que de ça. D'accord. Il n'a pas eu d'autre source de revenus. C'est sa seule source de revenus. C'est la seule source de revenus. Depuis son enfance, voilà. Il a 82 ans. 82 ans aujourd'hui, il continue de travailler. Oui. L'Aïberg, voilà. C'est ce qu'on... Peut-être c'est l'effet du sel. Et le sel, ça préserve. Ça préserve. Voilà, en tout cas, on encourage tous les jeunes qui souhaitent quand même investir dans ce créneau de se rapprocher de l'association et du collectif pour en savoir plus et développer de nouvelles idées en commun. Avec plaisir, bien sûr. Inch'Allah. En tout cas, on salue à travers vous tous les bénévoles et toutes ces personnes dévouées qui essayent de promouvoir. Qui vraiment s'est donné tous les habitants du village. Alors, je vous envoie des bisous. Merci infiniment, en tout cas, d'avoir été avec nous ce matin. Et après, donc, cette virée touristique, mesdames, messieurs, on va parler d'enseignement avec d'autres invités qui vont suivre. Après ce reportage signé Fariel Hamdi qui nous parle donc... Ah non, voilà, on a encore modifié un petit peu le cours des choses pour la feuille de route. Et tout de suite, donc, quelques images de ce beau pays qu'est l'Algérie avant de retrouver.
très belle chanson signée Idir, feu Idir Allah yarhamou. Nous recevons donc, voilà, messieurs, donc monsieur Dahmès, Jamel, inspecteur national d'anglais, d'enseignement de la langue anglaise, et puis également monsieur Youssef Bazizi, directeur général de l'Office national des statistiques. Merci d'être parmi nous, messieurs. Ça va? Voilà, vous n'avez pas eu de soucis avec le trafic ce matin, ça va? Ça s'est bien déroulé? Non, ça va. Ça a été simple et facile. Eh bien, on est ravis de vous retrouver ce matin pour parler justement, d'abord, on va essayer d'évoquer cette nouveauté, c'est-à-dire, ça y est, ça fait déjà, on a bouclé la boucle des 10 ans et même plus pour reprendre le chemin des statistiques avec un nouveau recensement national. C'est bien cela? Tout à fait. En vérité, les statistiques ne s'arrêtent pas. C'est une production au quotidien, c'est des collectes au quotidien, c'est des travaux au quotidien. Oui. Sauf que pour ce genre d'opération, le recensement général de la population et de l'habitat, c'est une opération qui revient toutes les 10 années, comme vous l'avez bien dit. Donc c'est vrai qu'à chaque génération, il y a cette coutume depuis l'indépendance de recenser la population, de savoir où elle en est par rapport à ses habitudes, sa manière de consommer, peut-être aussi l'occupation des espaces et l'habitat en particulier, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, nous, à l'ONS, nous produisons régulièrement des statistiques relatives à la population, à la démographie algérienne, sur la base d'informations d'ordre administratif. Donc, sur la base de l'état civil, etc. Et nous faisons même des projections sur la base d'un certain nombre d'hypothèses pour lesquelles nous pouvant être très sûrs, pour certaines un peu moins sûrs, etc., parce que ça reste des hypothèses. Mais donc, à l'occasion de ces opérations-là, de recensement, nous remettons tout à plat. Donc, nous avons des informations que nous collectons du monde réel, donc du terrain, et là, donc, nous avons des précisions sur ces chiffres. Tout à fait. Avancés. Nous avons à cette occasion-là des chiffres très précis sur la population, sur l'habitat, sur les caractéristiques de logement, sur les caractéristiques de la population. Et à cette occasion, nous révisons l'ensemble des hypothèses avec lesquelles nous avons travaillé et nous travaillons toujours. Monsieur Dahmès, vous avez reçu le petit message donc, adressé par le ministère de l'Intérieur à l'ensemble de la population via les différents opérateurs téléphoniques. Moi, j'en ai reçu un en tout cas. Non, pas encore. Pas encore. Le mien m'est déjà parvenu, dans lequel on invite justement la population à faciliter la tâche à tous ces contrôleurs que vous avez déployés sur le terrain. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. On va peut-être parler brièvement de chiffres. Ils sont nombreux parce que le territoire algérien est très vaste. 58 wilayas. 58 wilayas en termes de territoire, de superficie. Nous sommes le premier pays en Afrique et le 10e pays au monde du point de vue superficie. Et donc, tout ce monde-là, toute cette population-là, il va falloir la recenser en l'espace de 15 jours. Et pour pouvoir la recenser en l'espace de 15 jours, pour pouvoir terminer l'opération en 15 jours, il faut déployer des moyens humains en conséquence. Donc pour ce faire, nous avons découpé tout le territoire national, l'ensemble des 1541 communes, en ce qu'on appelle en petits espaces, qu'on appelle districts du recensement. Schématiquement, c'est des espaces qui englobent entre 60 et 150 ménages. Donc c'est un nombre de ménages qui pourrait être recensé par un seul agent recenseur durant 15 jours. Voilà. Donc c'est ce découpage-là qui nous a pris 3 ans, qui nous a permis d'identifier le nombre de moyens humains à mettre, donc à recruter. C'est de ce point de vue-là donc, que nous avons recruté 61 000 agents, dont 53 000 agents recenseurs et 8 000 contrôleurs. 8 000 contrôleurs, donc issus de l'ONS, l'Office national des statistiques. Non, ils ont été recrutés. Ah non, ça c'est les recrutés. Les vôtres, ils sont déjà, ils existent. C'est l'encadrement qui est issu des cadres de l'ONS. Il y a une petite centaine qui encadrent tout le travail au niveau de chacune des wilayas. Eux, c'est des fonctionnaires de l'ONS qui ont, dans un premier temps, formé des formateurs.
au niveau central. Les formateurs donc, ont été formés, donc plutôt les superviseurs de l'ONS, nous les avions formés au niveau central. Et ces superviseurs-là ont formé les formateurs au niveau de chacune des wilayas. Par la suite, ces mêmes formateurs ont eu à former l'ensemble des agents recenseurs à travers l'ensemble des 1541 communes. C'est dire que cette logistique est très très importante, très difficile à mettre en place. En tout cas, beaucoup de partenaires, beaucoup justement d'institutions y contribuent, mais à leur tête, bien sûr, le ministère de l'Intérieur et l'Office national des statistiques. Mais il y a aussi le Centre national d'études et d'analyse pour la population et le développement qui prend part aussi à un volet relatif à ce recensement. Leïla Benaïcha s'est intéressée à cet aspect en particulier. On va voir son reportage et on revient. Du 25 septembre au 9 octobre, l'Algérie procède au 6e recensement général de la population et de l'habitat. Une opération stratégique permettant de récolter des données et des indicateurs socio-économiques d'aide à la décision politique conformes à la réalité. Cela nous permet de connaître un instantané de l'évolution de deux paramètres qui sont fondamentaux pour la définition des politiques publiques. Ce sont des données générales sur la population, l'évolution de la population, les paramètres de natalité, de mortalité et d'évolution de la population. En matière de l'habitat, cela nous donne un instantané sur l'état de l'habitat précaire, sur l'accès à la propriété, sur le type d'habitat, est-ce que c'est l'habitat collectif qui domine ou l'habitat individuel. Afin de garantir la réussite de ce recensement, de gros moyens humains, matériels et financiers ont été déployés avec l'implication directe des différentes institutions étatiques, à l'instar du Centre national d'études et analyses pour la population et le développement, qui prend en charge plusieurs aspects de cette tâche. C'est l'Office national des statistiques qui a la charge de la réalisation de cette opération. Et pour ce faire, il s'est doté de moyens technologiques. Ce n'est plus le questionnaire papier, maintenant c'est un questionnaire électronique. L'ONS a organisé des sessions de formation aussi bien pour les enquêteurs que pour les contrôleurs. Nous avons travaillé sur tous les phénomènes de société, mais aussi sur les aspects liés à l'aménagement du territoire. Pour sensibiliser la population et faire adhérer le citoyen à cette importante opération, un plan de communication a été mis en œuvre, incluant les différents moyens de communication. الإحصائيات هذه حاجة طبيعية وحاجة عادية في البلاد، والبلاد لازم تركز على هذا الإحصاء باش تعرف واش عندها في المجتمع واش عندها إمكانية توظفها للمجتمع. Mais c'est dans le recensement national, tous les 10 ans, c'est pour avoir un peu des prévisions des demandes de la future population, pour les études, surtout pour la scolarité, c'est très important. Les résultats découlant du bon déroulement de ce recensement général de la population et de l'habitat permettront une meilleure prise en charge des besoins croissants de la population et une amélioration du service public. Ils seront aussi utiles pour les besoins de la recherche, d'analyse et des études. Merci à Leïla Benaïcha. Et bien sûr, ce Centre national d'études, d'analyse pour la population et le développement fera partie de toutes ces institutions qui vont puiser dans le résultat offert par l'ONS, n'est-ce pas? Vos statistiques vont servir de matière première à toutes les études possibles et imaginables pour le pays. Tout à fait. Le CNEAP, c'est un des utilisateurs important de l'information qui sera issue de ce recensement-là, au même titre que l'ensemble des institutions, l'ensemble des collectivités locales, parce qu'il faut se dire que le recensement, c'est presque l'unique source d'information qui donne des indicateurs au niveau le plus fin. On aura non seulement des indicateurs au niveau macroéconomique, et même des indicateurs au niveau wilaya, au niveau commune, même s'il le faut au niveau quartier, puisque l'ensemble de la population aura été observé, et donc on pourra
décliner des indicateurs, que ce soit en termes de logement, de confort d'habitation, d'équipement de logement, des différents raccordements des logements, ou bien en termes de caractéristiques de population du point de vue âge, sexe, niveau d'instruction, situation par rapport à l'emploi, migration, fécondité, tout ça. Donc on pourra avoir des même indicateurs. La consommation parfois. Non, la consommation, non. S'il y a des équipements dans la maison par rapport au confort, en fait, ça fait partie du confort. Oui, c'est des taux d'équipement en certains produits électroménagers. La consommation, c'est une autre opération qui interviendra juste après le recensement, justement. Voilà, 6e recensement pour le pays, donc qui va avoir des incidences. Est-ce qu'on peut citer d'autres exemples de l'impact positif de cette opération qui a, on l'a dit tout à l'heure dans le reportage, été menée avec une avancée, une évolution technologique cette année? Oui, l'introduction de tablettes et d'outils électroniques. Nous avons introduit l'utilisation de la tablette, donc pour 2 raisons. Donc ça va réduire un peu les temps de saisie et même de traitement de l'information. Auparavant, le remplissage du questionnaire papier dans le ménage. Ensuite, nous récupérions ces questionnaires papier au niveau de l'Office national des statistiques, des directions régionales. Nous recrutions des agents de saisie, des agents vérificateurs. Et c'était des ateliers sur 6 mois, juste pour vérifier l'information et faire rentrer ces informations dans l'ordinateur. Donc là, c'est un gain de temps. Ouais. Maintenant, ces 2 opérations se font simultanément donc, dans le ménage, en online, et l'information part directement vers les serveurs. Et nous gagnons en termes de temps et nous gagnons en termes de fiabilité aussi. Parce qu'en arrière-plan de l'application, il y a des programmes de contrôle qui détectent les incohérences, et quand il y a une incohérence, il y a un message d'erreur qui s'affiche. L'agent recenseur est toujours chez le ménage, il peut préciser un certain nombre de ces questions. Peut-être que lui-même n'a pas bien expliqué le fond de la question, ou bien il a pu faire une petite erreur de manipulation, et il constatera ça, il corrigera ça sur place. Ça va. Ils ont été formés, donc, ces contrôleurs, et c'est vrai que pour cette dernière question, je me pose la question par rapport à cette réserve qui fait partie un petit peu de certaines traditions locales. C'est-à-dire certains ménages ou certains pères de famille, par exemple, qui aura peut-être des difficultés à parler de lui ou de sa famille. C'est un petit peu l'héritage. Est-ce que ils ont été formés pour briser cette glace? Absolument. Oui. Donc, ils ont été bien briefés, bien formés pour l'approche vers le ménage, etc. Donc, essayer de mettre la manière et en plus, surtout d'expliquer les objectifs, l'intérêt de tout ce recensement. Et la confidentialité. Et les retombées sur la population. Et une fois tout ça expliqué, en vérité, les questions qui sont dans le questionnaire ne sont pas des questions sensibles. C'est des questions liées au logement, type de logement, maison individuelle. Le nombre d'occupants, l'espace. Et même les questions relatives aux individus, elles n'ont pas de sensibilité particulière. Donc, nous ne pensons pas qu'il y ait des raisons vraiment importantes pour que les gens puissent ne pas collaborer. Maintenant, s'agissant de la confidentialité, donc, il faut se dire que l'information qui est collectée par l'ONS est protégée par la loi. Aucune institution n'aura accès à ces informations, ni les impôts, ni les autres institutions, et même l'ONS, dans les traitements qu'il fait de cette collecte, de ces données-là, c'est interdit qu'il exploite les données individuellement. On n'aura pas à travailler du genre, à dire du genre tel ménage ou tel individu a ceci, cela, ou bien a dit ceci, cela. Ce sont des indicateurs globaux, soit au niveau national, ou bien au niveau wilaya, ou bien au niveau commune. Donc la confidentialité est totalement garantie. Merci infiniment. En tout cas, voilà, c'est une nouveauté cette année, tout autant que l'introduction de l'anglais dans le cycle primaire. On l'a vu, donc l'école aussi se métamorphose, prend une autre allure, avec l'introduction notamment de la technologie dans l'enseignement de cette langue, entre autres, qui prend des aspects ludiques parfois. Donc, et nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir un connaisseur, un pédagogue. Il a enseigné l'anglais, il a été inspecteur d'anglais depuis très longtemps dans sa carrière, donc il a vu l'évolution un petit peu de cette langue au sein de notre pays. Donc bienvenue à M. Dahmes Djamel. Merci. On est ravis de vous recevoir aujourd'hui. Merci.
Donc, je vais rebondir sur la question que vous m'aviez posée. Oui, je n'ai pas eu de message, mais je connais pas mal de familles qui ont justement reçu ces agents-là. L'information et les agents. Très courtois et très gentils. Et, donc, ça marche vraiment bien. Revenons à l'anglais. Je vous dirais qu'il y a une très très bonne décision qui a été prise, très sage, qui a été prise par Monsieur le Président, que nous remercions. Et c'est l'introduction de l'anglais au primaire. Donc, est-ce qu'on peut dire, comme vous en anglais, well done? Well done, et je vous dirais, I had a dream, yes. and my dream is coming true. Donc c'est génial, c'était votre rêve. C'est mon rêve et c'est le rêve de tout enseignant d'anglais, c'est de voir les enfants d'Algérie maîtriser l'anglais, parler l'anglais, pouvoir ensuite s'ouvrir vers le monde et communiquer avec leurs amis anglophones de par le monde. On va d'abord, avant de développer toutes ces idées avec vous, M. Dahmes, découvrir ce reportage signé Farid Hamdi qui va s'intéresser aux livres, aux manuels scolaires. Intitulé My Book of English, le manuel de 64 pages est le premier livre d'anglais pour les élèves de 3e année primaire. Il permettra d'apprendre la langue anglaise à travers une série d'activités qui offrent aux élèves la chance de communiquer oralement avec l'enseignant. Il comprend également 8 ans, suivant leur niveau de connaissance, en veillant à créer une harmonie entre les textes, les images et les illustrations, pour former l'apprenant à la lecture correcte dès le plus jeune âge. Et concernant les manuels scolaires des autres matières et leurs programmes d'enseignement, l'Office national des publications scolaires a imprimé 70 millions de livres. Bonne nouvelle aussi pour les élèves non-voyants du secondaire. Cette année, ils auront à s'imprégner des dessins qui se trouvent dans leurs livres scientifiques. Eh bien, c'est l'introduction de la 3D. Les non-voyants pourront toucher par le biais du tactile les dessins en relief. Une belle première, le livre scolaire de la langue anglaise pour la 3e année primaire pour les non-voyants est disponible. Il sera présent parmi la panoplie des livres du programme scolaire, les 163 titres à la rentrée 2022-2023. Et comme ça, on a réalisé le principe de l'égalité des chances à l'accès à l'information et à la formation. Le livre scientifique est présent dans la panoplie des programmes scolaires depuis l'année dernière, pour une première. Les non-voyants dans notre pays, on est vraiment parmi les pionniers, les pays pionniers à prendre en charge les doléances des non-voyants en matière pédagogique. Tout est prêt, il ne reste qu'à souhaiter une bonne rentrée à tous nos élèves. Les élèves qui ont déjà mis le pied à l'étrier, donc qui ont vraiment regagné les bancs de l'école et avec beaucoup de joie, cette découverte, c'est amusant, c'était ludique. On avait vu quelques reportages durant cette semaine où on voyait les enfants vraiment jouer avec leurs profs d'ailleurs. Absolument, absolument. Les pratiques de classe pratiquement se développent. Une belle évolution. Et l'enseignant est très conscient du rôle important qu'il a joué en classe et aussi à motiver ses élèves à aller vers ses élèves et à créer l'atmosphère, le climat d'apprentissage qu'il faut. Avant, il y a un enseignant qui avait dit à un certain moment, dans le passé, c'est les élèves qui venaient dans ma classe, dans la classe d'adultes. Oui. Maintenant, c'est moi qui suis invité dans la classe de mes élèves. C'est-à-dire que tout est fait pour que l'élève se sente à l'aise et qu'il puisse apprendre dans une bonne atmosphère, à l'aise et qu'il soit créatif, parce que lorsque l'élève est à l'aise, il est créatif et il n'a pas peur de faire des erreurs. On apprend par l'erreur. C'est son monde,
c'est l'enseignant qui va vers ce monde-là et qui permet à cet élève-là d'évoluer et d'apprendre. Mais dans tous les établissements scolaires, aussi loin que mes souvenirs peuvent aller, donc je me rappelle encore de mon premier cours d'anglais, en tout cas, et de mes premiers pas dans l'anglais, et j'imagine que ça doit être pareil. J'ai des témoignages similaires de mes amis autour. Ce sont parmi les cours les plus intéressants, les plus amusants. Donc l'enseignement de l'anglais a toujours été une partie de plaisir pour les élèves, et là ça continue. Ça continue, et nous en sommes très fiers parce que notre génération d'enseignants a fait que des générations d'apprenants ont aimé cette langue et ils ont évolué, ils ont avancé. Donc, on essaie d'être le plus proche possible de nos élèves, oui. De travailler avec eux, de transmettre ou de faciliter l'accès à cette langue. Je vous dirais que même les méthodes d'enseignement sont quand même actualisées à chaque fois, oui. Et on essaie d'être à la page, on essaie d'être là pour motiver nos élèves. Un collègue vient de me chanter « Oh my darling Clementine » à l'oreille avec une voix, je vous dis pas. Oui. C'est une chanson. C'est une chanson qui a bercé notre enfance et qui a permis en tout cas l'apprentissage d'un vocabulaire très spécifique dans cette chanson. Absolument. Cette chanson et d'autres aussi font partie de ce décor-là. Tout à fait. On apprend la langue anglaise par le chant très souvent. Alors, et les élèves sont très très heureux d'apprendre par le chant, d'apprendre aussi par les jeux, parce que c'est leur environnement, c'est leur monde. Et pardon pour mon fou rire, parce que c'est passé à We Shall Overcome. D'accord. Donc ça continue dans mon oreille. Pardonnez-moi cette intrusion. Et aussi à un autre âge, d'autres chansons et qui pédagogiques, je dirais, qui permettent aux enseignants d'atteindre leur objectif. Vous avez mis le doigt, c'est un outil vraiment pédagogique, absolument. Tout autant que le jeu, l'amusement, qui sont une pratique courante maintenant dans les salles de classe. C'est un grand challenge. On va revenir au primaire, un grand challenge pour les enseignants, parce que c'est parfois pas facile de transmettre quelque chose. Là, il faut utiliser tous les moyens pédagogiques pour pouvoir faciliter l'accès à cette idée-là ou à cette chose-là. Donc, il y a aussi le TPS, donc Total Physical Response, où l'enseignant doit utiliser les gestes, doit utiliser les mimes, doit utiliser... Et surtout pas une autre langue, en tout cas. Oui, vous pouvez même voir l'enseignant vraiment évoluer au sein parmi ces élèves-là, en train de chanter lui-même, etc. Il se met en scène, effectivement, et c'est ce qui rend cet apprentissage agréable et accessible, en tout cas. Absolument. Et justement, on a aussi un autre phénomène par rapport à la génération actuelle ou la génération précédente, c'est l'introduction des nouvelles technologies qui a permis aux enfants d'avoir cette curiosité de manière précoce. Donc, ils sont déjà un petit peu initiés à l'anglais quand ils arrivent en classe. Et ça aide ou est-ce que ça handicape? C'est quelque chose de positif quand même. C'est très positif et en plus de ça, ça met la barre un peu très haut et l'enseignant, maintenant, il n'est plus la source d'information. Les élèves, quand ils viennent, ce ne sont pas des sacs vides. Ils ont des connaissances, ils ont aussi un acquis. Et là, il faudrait être à la hauteur et répondre aux attentes de ces élèves-là. Ces élèves-là donc, ont des connaissances qu'il faut essayer encore de développer. Voilà, en parlant de développement justement, ça permet aussi de développer le marché du travail de façon vraiment exponentielle, dans la mesure où c'est vrai que les demandeurs d'emploi, ceux qui proposent justement de l'emploi aujourd'hui exigent parmi les qualifications la connaissance de l'anglais, donc ils recherchent spécialement des anglophones dans les entreprises actuellement. Et je dirais surtout même avec l'ouverture sur le monde. Le monde a choisi, quel que soit le domaine, a choisi l'anglais, la langue la plus utilisée dans le monde. Donc, si on a envie d'investir le monde de l'économie ou de la technologie ou de la recherche, il faut maîtriser cette langue et il faudrait donner tous les moyens à nos futures générations pour pouvoir justement communiquer avec le reste du monde. C'est vrai qu'on est loin de cette génération de chefs d'entreprise qui avaient recours à des traducteurs, des translators. Oui, donc,
Et donc là, aujourd'hui, les chefs d'entreprise sont parfaitement anglophones, à l'aise avec cette langue. Absolument, ils maîtrisent l'anglais et puis ils n'ont plus besoin de traducteurs. D'ailleurs, ils exigent à tous leurs partenaires ou à leurs équipes, hein, les gens avec lesquels ils travaillent, ils leur exigent la connaissance de la langue anglaise. D'où l'engouement de notre population, de nos jeunes, à vouloir apprendre les langues. Allez voir à la fac centrale. Je vais parler d'Alger. Oui, je suis sûr que ça se passe partout. Vous y êtes, oui, vous allez nous raconter comment ça se passe. À la fac centrale, il y a les cours intensifs. En début d'année, il faut voir qu'il y a des milliers et des milliers de demandes de personnes qui veulent apprendre l'anglais, qui veulent maîtriser cette langue pour pouvoir justement avoir une chance pour travailler ou alors... Ce sont peut-être aussi des personnes qui sont déjà intégrées dans le marché du travail, donc et qui recherchent un perfectionnement. Certainement, ou alors d'autres qui ont de l'ambition et qui voudraient apprendre cette langue et avoir plus de chances d'avoir accès ou d'avoir un travail. J'imagine, hein, donc pour ce qui est de l'université algéroise, mais j'imagine que dans toutes les wilayas, ça doit être pareil. Une grande demande donc, par rapport à la langue anglaise se faire sentir de plus en plus. Un grand intérêt. Oui, un grand intérêt. Je vais vous raconter une anecdote. À un certain moment, j'ai travaillé à Tindouf, donc j'avais Tindouf comme wilaya. Et quand j'allais là-bas, les élèves étaient très très heureux vraiment de communiquer avec moi, de parler en anglais. C'était une occasion pour eux. Et moi, j'étais très très heureux de voir combien leur anglais était parfait. Excellent. Que ce soit en termes de connaissance, mais aussi prononciation. Ils le prononcent vraiment bien. Je vous assure que l'avenir leur appartient à cette génération. Je suis très optimiste, vraiment. Et c'est avec cette très belle phrase que nous allons clore cette rencontre. Monsieur Dahmes Djamel, je rappelle que vous êtes inspecteur central. Non, inspecteur d'éducation nationale. Oui, inspecteur d'éducation nationale, donc en charge de la langue anglaise pour le secondaire. Voilà. Et merci en tout cas infiniment d'avoir été avec nous pour cet éclairage également. Et merci aussi à Monsieur Bazizi Youssef, donc directeur général de l'Office national des statistiques, de nous avoir aussi complété par ce très bon éclairage autour de ce 6e donc, recensement de la population. Merci à vous. Juste une précision par rapport à l'anglais. Dans le questionnaire, il y a une question relative à la connaissance des langues. Donc il y aura dans les résultats la proportion d'Algériens qui maîtrisent telle et telle autre langue. Donc, ce sera un des indicateurs et l'indicateur peut être décliné même au niveau local. Et vous allez être vraiment satisfait par la réponse. Beaucoup de jeunes maîtrisent l'anglais, vraiment. Excellent, excellent. C'est vraiment, ça augure de belles perspectives pour cette langue et aussi pour le développement chez nous. Donc merci messieurs et merci à tous ceux qui continuent de nous suivre. C'est jusqu'à 10h et nous allons opérer tout de suite une très belle transition par un voyage dans l'espace et parmi les
Voilà, sur ces belles notes de Jean-Michel Jarre, nous allons retrouver notre invité et notre guide dans l'espace aujourd'hui. Il s'agit de Juney Babaïssa, donc un habitué de ce plateau. Bienvenue. Vous êtes chercheur en astronomie au sein du CRAG et donc vous nous apportez des éclairages et aussi des inédits à chaque fois. Voilà, tout à fait. Donc, tout d'abord, je vous remercie de m'inviter comme on le fait chaque fois. Donc, bonjour. Bienvenue. Voilà, et donc, il y a eu un événement dernièrement en astronomie, donc je viens en parler. Tout à fait, un événement, donc voilà, une petite menace sur la Terre a été évacuée de façon spectaculaire et pour la première fois, c'est une première mondiale, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que c'est une première mondiale, mais ce n'est pas vraiment une menace, je m'explique. Allons-y. Donc tout d'abord, il faudrait qu'on parle de qu'est-ce que ça veut dire astéroïde. Oui. Parce que le thème s'articule sur l'astéroïde. On va parler d'astéroïdes ce matin. Les astéroïdes, donc c'est des petits corps célestes qui tournent autour du Soleil. Mm-hmm. Et donc ils sont assez concentrés entre la planète Mars et la planète Jupiter. Il s'avère que certains astéroïdes croisent l'orbite terrestre. Donc il y a une probabilité qu'ils puissent heurter la Terre. Donc il y a une certaine dangerosité, si je puis dire. Il faut savoir aussi que la disparition des dinosaures a été la principale cause de la disparition des dinosaures, c'est l'impact d'un astéroïde de 10 km au niveau de Yucatan au Mexique, donc il y a plus de 65 millions d'années, qui a fait qu'il y a eu la disparition des dinosaures. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de cratères météoritiques à travers le monde. En Algérie, on a 4 cratères météoritiques. Il y en a un, Tindouf, je oui, pense. Oui, Ouarksis. Donc il y a un à Al-Rouat qui s'appelle Madna et 2 à En Salah. Un s'appelle Amguid et l'autre Tinbidar. Donc le risque existe. Donc il y a une probabilité que les astéroïdes puissent heurter la Terre. Donc étudier ces astéroïdes qu'on appelle géocroiseurs, parce qu'ils croisent l'orbite terrestre, c'est très important. Alors la NASA, il y a à peu près, c'était le 24 novembre 2021, ils ont envoyé une sonde spatiale pour, voilà, donc on est en train de voir le lancement de la fusée Falcon 9 qui contenait le satellite DART. Donc DART est un satellite dirigé vers cet astéroïde. Et cet astéroïde s'appelle Didymos, donc il a pratiquement la taille d'1 kilomètre de diamètre. Et il s'avère que Didymos a un petit satellite qui s'appelle Dimorphos. Voilà, on le voit à l'antenne. Voilà. Et donc le but de cette sonde spatiale, c'est carrément de heurter en plein fouet le satellite de Didymos qui s'appelle Dimorphos. Dimorphos, donc le petit élément qu'on voyait à l'antenne. Dimorphos, il a la taille de 160 mètres. Il est tout petit. Donc que peut provoquer donc ce choc? Donc si on atteint but, c'est de changer l'orbite. Ça modifie tout de suite l'orbite. On est en train de voir l'orbite originale et là, on est en train de voir le nouveau orbite en jaune. Donc c'est pour lui changer la trajectoire, et donc est-ce que c'est possible qu'on peut dévier un corps céleste et donc pour qu'il ne puisse pas toucher la Terre. D'accord, donc cette orbite a été modifiée grâce à Dieu et grâce à toute cette équipe dépêchée par les scientifiques. C'était le 26 septembre passé, donc c'était pour la première fois que l'être humain envoie un tel objet. Donc la taille, comment dirais-je, le satellite en lui-même pesait 610 kg. Comment dirais-je, le projectile était de la taille de 550 kg et la vitesse était de 23 700 km par heure. Donc c'est vraiment un choc capable justement de modifier toute cette trajectoire. Il faut savoir aussi que cette collision a été observée par des télescopes sur Terre et par le télescope Hubble, par le télescope James Webb, etc. Et puis aussi, il y avait un tout petit satellite qui s'appelle LCIA Cube, qui a photographié l'impact. Là, c'est avec le télescope Hubble, on est en train de voir le choc. Le moment de l'impact. Le moment de l'impact.
J'imagine que vous étiez plein d'engouement. Oui, vous avez suivi l'opération vers minuit 10, et donc j'étais en train de regarder les connecté photos. Pour essayer de suivre ce qui se passe. C'était vraiment quelque chose de... Oui, de spectaculaire, et de magique pour vous qui êtes justement dans l'astronomie. Tout à fait. Donc, il y avait beaucoup de gens qui étaient branchés sur le site de la NASA pour voir. Tout le monde s'acclamait. Là, c'est avec James Webb, donc c'est dans le domaine infrarouge, on voit l'impact. Donc voilà. Et donc, ce que je disais... ça a provoqué une explosion. Oui, bien sûr, et des éjectats. Voilà, il y a une lumière qui irradie. Donc, voilà, donc il y a eu l'impact. Et donc, là, il y a aussi les Européens qui vont envoyer une autre sonde spatiale qui s'appelle Hera. Oui. Ils vont la lancer en 2024 et elle va atteindre Didymos en 2026. Didymos, c'est-à-dire le satellite lui-même. Le gros astéroïde. Et Dimorphos, c'est le satellite. Donc c'est un couple, on va dire. Donc la nouvelle sonde, elle va directement vers le satellite. La nouvelle sonde va étudier l'impact. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a été dévié? Est-ce que... oui, bien sûr. D'accord. Maintenant, il faut... Moi, je pensais que c'était aussi pour bousculer encore... Non. La nouvelle sonde spatiale, c'est une sonde spatiale européenne. Donc, c'est la l'ESA, donc European Space Agency, qui va envoyer en 2024 pour l'étudier en 2026. Voilà, on est en train de voir ici la vidéo. Donc, là, c'est Didymos et là, c'est Dimorphos. Donc, ça, c'est carrément la sonde qui est photographiée. Oui. Vous allez regarder, on peut regarder donc voilà l'approche. Voilà, donc voilà en temps réel. On est en train de voir avant l'impact. Donc excellent, ça a permis d'avoir des images très précieuses. Oui, très précieuses. Et de ces corps célestes qu'on ne connaît toujours pas assez bien, j'imagine. Oui, il y a toute une surveillance de ces corps célestes que je viens de citer. Il y a pratiquement 30 000 astéroïdes qui peuvent heurter la Terre. On appelle potentiellement dangereux. Voilà. Donc là, on voit la structure, le relief sur l'astéroïde. Les pierres, etc. Oui. Donc ces 30 000 astéroïdes, il faut les étudier. Parce qu'il y a des astéroïdes qui mesurent jusqu'à 30 km. Vous imaginez, par exemple, Ganymède ou Eros, à peu près, ils ont la taille de 30 km. Donc il y a ceux qui sont un peu plus petits. Par exemple, en 2029, il va y avoir un astéroïde qui va s'approcher de la Terre à 30 000 km. Il s'appelle Apophis. Donc on pensait qu'il va carrément heurter la Terre. Il a la taille de 400 mètres. Et donc, c'est énorme, oui, 400 mètres. Donc il ne faut pas oublier que si l'objet tombe, il faut multiplier par 20 pour avoir le cratère. Là, on est en train de voir la photo de l'impact. Voilà, donc ça c'est Didymos et la photo de l'impact. Là où il y a de la lumière, c'est les éjectats. Donc voilà. Mais dites-moi, donc ces corps célestes, ces astéroïdes et les satellites qui gravitent autour, donc viennent probablement d'une source. Donc pourquoi est-ce il faut savoir que les astéroïdes c'est des corps célestes. C'est les restes de la... Voilà, on est en train de voir les éjectats. Donc je disais que c'est les restes de la naissance du système solaire. Donc c'est les petits corps célestes qui restent de la naissance du système solaire. Donc pour faire très simple, pour que ça vient du Soleil ou ça vient des planètes? Ça vient du système solaire. En fait. Donc le système solaire, il y avait de la matière qui tournait autour, donc il y avait de l'accrétion. Il y a eu la naissance du Soleil. C'est comme si on est en train de faire du couscous. Donc, on roule. Donc, il y a c'est le Soleil qui commence à se former. Il y a les grosses planètes, bien sûr. Et après, c'est les petits grumeaux qui sont qu'on appelle astéroïdes. Les petits débris. Les petits débris. Donc, voilà. qui donc, sont il y a une bonne image. On fait une analogie entre le couscous et... Oui, on est en Algérie. Bien sûr, voilà. Ça se comprend. En tout cas, ça donne tout de suite l'image de cette opération. C'est pour faire simple, c'est pour qu'on puisse avoir une image comment le système solaire s'est formé. Et donc, les petits grumeaux, c'est ce qui reste de la naissance. Et c'est très important d'étudier ces petits grumeaux parce que ça nous explique comment le système solaire est né. Donc voilà.
Très bien. Très bien. Donc, est-ce que les clubs scientifiques participent à justement la promotion de tous ces événements, on dira? C'est juste pour, c'est par amour, c'est par passion. Là. En général, quand il y a des clubs ou des associations, ils s'intéressent. Parce qu'ils sont d'emblée passionnés, intéressés. Les professionnels, par exemple, je vais vous expliquer pourquoi. D'ailleurs, c'est mon domaine de recherche. Pas plus tard qu'il y a le 25 le 25 août passé, on s'est déplacé à Béchar pour l'observation de Didymos. D'accord. Pourquoi? On est allé avec 3 télescopes et donc pour mesurer exactement, pour donner les informations à la NASA, parce qu'on travaille en collaboration avec des collègues en Europe et aux États-Unis. Et donc, il fallait avoir des mesures très intéressantes pour que la sonde puisse être bien dirigée. Donc, vous voyez que... Oui, il faut dire que le désert algérien... Ce n'est pas une question de désert. Oui. Le hasard a voulu que l'observation se fasse au Portugal, en Espagne et en Algérie. Et donc, c'est une petite bande où on peut observer ce phénomène. Absolument. Donc, donc ça correspondait à Béchar. À Béchar. Donc on s'est déplacé à Béchar pour faire l'observation et faire des mesures et transmettre les mesures. C'est vrai que, mais en tant qu'astronome, vous savez aussi que l'observation du ciel dans l'extrême sud est fabuleuse, dans la mesure où il y a zéro pollution. Je peux vous dire que lorsqu'on était à Béchar, on était à 200 km de Béchar. Donc en plus, il faut les autorisations parce que quand on se déplace, il faut, vous savez que c'est assez délicat. Et donc du coup, on était à 200 km de Béchar et le ciel était d'une pureté incroyable. Vous voyez toutes les étoiles dont vous avez toujours rêvé. J'étais comme ça, waouh. D'ailleurs, c'était le mot. J'ai dit waouh. C'était le ciel était. On voyait les étoiles jusqu'à même à l'horizon. Oui. À portée de main, on a l'impression qu'elles sont. Tout à fait. Oui, le noir absolu. C'était. Et la lune, quand il y a la pleine lune, en tout cas dans ces régions, elle est magnifique. Et on se passerait de lumière. On peut dîner en plein air sans souci, sans avoir recours à aucune lumière. En général, les astronomes, on n'aime pas la lune parce qu'elle nous dérange. On préfère quand c'est noir. Pour voir les étoiles. Pour voir les étoiles, pour voir certaines nébulosités, certains endroits, etc. Donc voilà. Et donc vous êtes revenu chargé d'émotions. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire, c'est que dans ces émissions qu'on fait le matin ici à Canal Algérie, il y a toujours des thèmes en astronomie. Le prochain thème, ça sera on peut donner un avant-goût. Un avant-goût. Allons-y pour l'avant-goût. Pour nos téléspectateurs. Donc, dans les jours qui viennent, pour ne pas dire dans les semaines qui viennent, la NASA va envoyer une fusée qui s'appelle Artemis 1 parce qu'on va revenir sur la Lune. Et donc, ça sera la première fois qu'on envoie, qu'on recommence depuis 72. Depuis 72, ça va être la première. Donc, c'est un nouveau programme. Donc, c'est pas Apollo, donc c'est Artemis. Donc, c'est Artemis 1. Donc elle va faire le tour de la Lune et elle va revenir. En 2024, il y aura Artemis 2 avec des astronautes. Et en 2025, ça sera Artemis 3, donc alunissage sur la Lune. Donc ça sera soit en 2025, soit au début 2026. Cela dépend du calendrier. Et ça sera pour la première fois une femme qui va marcher sur la Lune. Parce qu'au début, donc, dans les années 69 à 72, il y a eu 12 personnes qui ont touché la Lune, donc marché sur la Lune, donc, mais il n'y avait pas de femmes. Donc, pour corriger le tir, donc, la prochaine fois, ça sera une femme qui va marcher... Honneur aux dames d'abord. Honneur aux dames, donc ça sera une femme qui va marcher sur la Lune, et bien sûr, une personne de couleur, donc c'est-à-dire qu'une personne d'origine africaine qui va marcher aussi sur la Lune. C'est bien, c'est toute Donc on va en parler, c'est le prochain sujet. C'est le prochain sujet, donc votre prochain passage, Junaid, parmi nous, donc, portera essentiellement sur la redécouverte de la Lune. Tout à fait. Donc en plusieurs étapes, et cette fois-ci, la mission Artemis 1. Artemis 1. Voilà. Donc on a parlé bien sûr aujourd'hui sur l'astéroïde Didymos. Il faut dire que il n'y a pas que les Américains, donc il y a les Européens, il y a aussi les Chinois.
qui s'intéresse beaucoup aux astéroïdes. Vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que au niveau des astéroïdes, on peut trouver de la matière, des minerais. Et donc, dans un futur proche, peut-être dans une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, on va ramener des minerais des astéroïdes. Parce qu'il y a des astéroïdes qui sont principalement constitués de fer, des astéroïdes qui sont principalement constitués de certains minerais. Donc, ça peut ramener, je ne sais pas, peut-être de l'or, que sais-je. Oui. Donc, c'est très bien, c'est très bien. Hein, donc, parce que la Terre, on a puisé tous les... Oui, tout à fait. Ça permet peut-être d'allonger, plutôt d'allonger toute cette réserve terrestre et de lui donner comme ça un temps de vie plus éloigné. Dans la mesure où il y a moyen de puiser ailleurs, c'est excellent. Moi, je trouve ça très sympathique. Oui, mais quand il y a comme ça, il se peut qu'il y aurait... Je souhaite qu'il n'y aurait pas de guerre, mais il y a des intérêts. Vous allez me dire pourquoi on va revenir sur la Lune? Parce que les Chinois sont en train de préparer un programme en 2030 pour aller sur la Lune. Et donc, pourquoi retourner sur la Lune? C'est pour les minerais. Donc, ça va être la course vers les étoiles. Voilà. Vers les étoiles. Et pour ne pas dire la guerre des étoiles, qui sait, un jour on ne cherche pas la guerre, on cherche la paix. Espérons que ça se fera de manière pacifique, effectivement, et que toutes les nations aient leur mot à dire par rapport à cette découverte de l'espace. Donc, en tout cas, merci. Je vous en prie, pour cette balade. Tout le plaisir était pour moi de transmettre ces informations aux téléspectateurs. Donc, voilà, on aura retenu ce que c'est qu'un astéroïde et aussi ce qui s'est passé dernièrement, des Dimos et son satellite et son satellite Dimorphos qui vient de recevoir une belle secousse. Une belle claque. Une belle claque. En tout cas. Allez, en tout cas, merci. On a été ravis de vous retrouver, Junaïd Baïta. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chercheur en astronomie au sein du CRAG, donc le CRAG qui est le Centre de recherche d'astronomie, d'astrophysique et de géophysique, ex-observatoire d'Alger à Bouzaréa, Très bien. Dans les hauteurs de Bouzaréa. On salue tous ces passionnés d'étoiles que vous représentez ce matin. Merci à tous ceux qui étaient aussi avec nous ce matin. Donc on finira par une musique qui inspire un petit peu les voyages dans l'espace, un peu comme ce que propose Elon Musk. Ah oui. Musk va nous permettre peut-être avant toutes ces nations de voir l'espace de plus près. Il veut aller sur Mars carrément. Donc, carrément, ou en tout cas il voyage déjà. C'est notre histoire. C'est une autre histoire. On aura l'occasion d'en parler. Effectivement. Donc, merci encore une fois à tous ceux qui étaient là ce matin. Je vous souhaite une agréable fin de matinée et aussi une belle et agréable journée, pourquoi pas. Rendez-vous est pris donc pour demain. Demain, ce sera Constantine avec Smaïl Belkaidia. J'espère que vous découvrirez l'actualité du Constantinois avec plaisir en sa compagnie. En tout cas, pour moi, c'est fini jusqu'à dimanche prochain. Je vous souhaite également un bon week-end et une bonne fin de semaine. Merci à tous et au revoir et sur Goldorak.